Fabien Roussel, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Secrétaire national du Parti communiste français, député de la 20e circonscription du Nord. Vous préfacez un livre retraçant les 100 ans du Parti communiste français aux éditions du Cherche Midi. 100 ans, nous allons y revenir, du Parti communiste. On les fait pas. Non, vous ne les faites pas. Vous ne les faites pas. Je ne sais pas si le Parti communiste, qui a perdu beaucoup d'influence quand même en 100 ans. Hein. Ouais. Oui, mais nous restons une force politique très implantée dans le pays, dans les villes, dans les villages, dans les entreprises. Un groupe à l'Assemblée nationale, au Sénat, des maires, beaucoup de maires, des élus locaux et beaucoup de militants. Oui. Et toujours, j'ai vu que ça suscite des convoitises, tout et cela. avec toujours une capacité d'indignation face à la situation dans notre pays qui justifie encore plus notre présence et notre volonté de changer de société. Eh bien, nous y reviendrons, cette volonté de changer de société, cette volonté d'être présent, nous y reviendrons tout à l'heure. La vaccination. Alors, première vaccination avant la fin du mois, dans peut-être sûrement la dernière semaine de décembre, si les conditions sont réunies, c'est ce que nous dit le gouvernement, 2 doses de vaccin, aucune vaccination sans consentement, aucune vaccination obligatoire, un médecin près de chez soi pourra vacciner. C'est urgent maintenant ? Oui. Je le dis d'emblée, moi je suis pro-vaccin. Vous êtes pro-vaccin ? Oui. La vaccination, ça sauve 2 à 3 millions d'enfants dans le monde aujourd'hui contre des maladies pour lesquelles on a réussi à trouver des vaccins. Donc il ne faut pas être contre les vaccins. Les vaccins, ça sauve des vies. La poliomyélite, la variole, etc. Oui. Bon. Donc il faut défendre le vaccin et la vaccination. Oui. J'ai un reproche à faire. Un reproche à faire. C'est que face à cette pandémie mondiale qui nécessite que l'on travaille tous ensemble à trouver un vaccin, je regrette que les laboratoires n'aient pas travaillé ensemble, mis leurs chercheurs, leurs scientifiques ensemble pour travailler à un vaccin commun et le mettre au service de l'humanité. Mais c'est peut-être la rivalité entre laboratoires qui a fait que... On a mis quoi ? Mais aujourd'hui, un peu plus d'1 an pour produire un vaccin. Aujourd'hui, la rivalité, la compétition, elle crée de la défiance. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de confiance et nous avons besoin de transparence. Vous savez que cette rivalité, cette compétitivité, d'abord, elle est liée parce que ces laboratoires veulent gagner de l'argent. Nous disons, pas de profit sur la pandémie. Pas de profit sur la pandémie. Ces vaccins doivent être vendus à prix coûtant. D'abord, et ensuite, il faut qu'il y ait toute la transparence sur les effets de ces vaccins, sur les retours qu'il y aurait sur ces vaccins. Vous savez que la Commission européenne a négocié des accords avec chacun de ces laboratoires en toute opacité et que nous n'avons pas accès aux contrats qui ont été signés, aux clauses en cas de problème, les indemnités à payer. Mais vous sous-entendez quoi ? Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Je sous-entends que cette opacité cache quelque chose ? Peut être suspecte. Et qu'aujourd'hui, si on veut... Que donc vous nourrissez les thèses de ceux qui... Mais justement, pour qu'il y ait de la confiance, pour que les gens adhèrent à cette urgence de se vacciner, que l'on soit transparent, que l'on dise ce qu'il y a dans ces contrats, les clauses qu'il pourrait y avoir. Pourquoi les laboratoires ne publient-ils pas tous aujourd'hui dans les revues scientifiques il y en a qu'un qui l'a fait. Et donc on attend les autres. Oui, ça arrive pour Moderna. Il y en a un qui l'a fait, c'est Pfizer, ça arrive pour Moderna. Et ça va arriver pour les autres. Oui, mais ils se tirent un petit peu la bourre les uns les autres, ils veulent pas tout dire, etc. On a besoin de transparence. Or aujourd'hui, il y a une compétition entre ces entreprises, ces big pharma, pour des raisons financières. Or, on est face à un fléau pour l'humanité, comme on en a tous les siècles à peu près. Il faut être unis et partager les connaissances, partager les brevets. Est-ce que vous avez confiance ou pas dans les vaccins ? J'aurai confiance quand il y aura toute la transparence. Et alors moi, je m'en remets à mon médecin de famille. Je vous avoue, franchement, d'abord, j'appelle à ce qu'il y ait des publications scientifiques, je serai incapable de les lire. Mais mon médecin que j'ai interrogé, lui m'a dit ça. Lui dit, moi j'attends que tout le monde ait publié et je te dirai à ce moment-là. Il me dit ça, mon médecin de famille. Mais Pfizer qui a publié dans une revue qui fait autorité. Oui, c'est bien. Mais avec des taux... Là, vous n'avez plus de bien crainte. sûr, avec des taux de 95% de réussite. Ça va dans le bon sens. Ah non, mais j'invite
vite à ce que l'on se vaccine. Mais aujourd'hui, quand il y a un Français sur deux qui a peur de se vacciner, je dis que pour lutter contre cette défiance, il faut être transparent. Et c'est pour ça que j'appelle à ce que ces laboratoires s'affichent ensemble, communiquent ensemble et utiliser les réseaux de communication d'ailleurs plus classiques, hein, comme les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de fake news et il faut pouvoir les combattre aussi. Alors l'Europe qui commande, hein, groupée, l'Europe qui vaccine groupée, c'est bien? Bon, c'est mieux que l'on achète ensemble. Qu'il y ait compétition entre pays européens. Que l'on achète ensemble. Il vaut mieux faire ça, mais je suis soucieux que ce soit les autorités sanitaires françaises qui donnent l'autorisation et que la France garde la maîtrise quand même de donner l'autorisation pour un vaccin. Ce sont les autorités sanitaires françaises qui donneront l'autorisation. Bien sûr, mais je serais, moi, si j'étais en responsabilité aujourd'hui, je demanderais à l'autorité européenne du médicament le contenu des accords, je les publierai pour établir véritablement ce lien de confiance vis-à-vis de ce vaccin que les Français réclament. Vous avez vu que Twitter veut faire supprimer les messages trompeurs sur les vaccins, les tweets remettant en cause l'intérêt de se faire vacciner. Ces tweets seront supprimés, c'est bien? Oui, c'est bien, parce qu'il y a trop de fake news qui véhiculent sur les réseaux sociaux, c'est l'horreur, quoi. Enfin, aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai manifesté avec les gens de la culture, j'ai manifesté avec les commerçants et les restaurateurs. On voit bien que si on veut remettre en route l'économie du pays, ça passera par une vaccination globale de tout le monde le plus rapidement possible. Donc il faut lever aujourd'hui toutes les craintes qu'il peut y avoir. Mais ça ne se lèvera pas d'un claquement de doigts. Il faut pour cela la transparence totale. Or, ces big pharma, ces laboratoires pharmaceutiques, c'est les plus grands lobbyistes de la planète. Eux, ils sont obnubilés par les dollars et l'argent. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient obnubilés par comment on rétablit la confiance et qu'ils soient transparents. Bien, cinéma-théâtre, donc lieu culturel, fermé jusqu'au 7 janvier. Ensuite, ouverture selon l'évolution de la circulation du virus. Il fallait fermer? Non. Non. J'ai trouvé la décision terrible et brutale, je vais vous dire, pour deux raisons. D'abord que la France est un pays de culture. La France est un pays de culture. C'est pas le seul au monde. Hein. Comme le disait Jacques Ralite, la culture n'est pas un supplément d'âme, c'est l'âme d'un pays. En France, peut-être plus qu'ailleurs, on a besoin de cela. Or, aujourd'hui, nous disons que la culture peut-être est un levier pour passer cette situation difficile. Ça nous aidera. C'est aussi une partie de la solution. C'est un choix politique ou c'est un choix sanitaire à vos yeux? Mais je ne comprends pas le choix sanitaire. Parce que quand on est dans un théâtre ou dans une salle de cinéma, avec une place sur deux, on n'enlève pas son masque, on nous demande de le garder. Les gens sont plutôt respectueux et ils ne bougent pas. C'est aéré, c'est grand, c'est spacieux. Il n'y avait aucune raison à ce que l'on ferme les lieux de théâtre, à ce qu'on les maintienne. Alors pourquoi fermer les stades? Mais les stades, ils sont en plein air. On aurait pu aussi créer les conditions d'avoir une place sur trois dans les stades, éviter les attroupements. On a besoin de retrouver du lien social. Mais la culture, aujourd'hui, on en a besoin pour passer la crise. On en a besoin pour faire reculer l'obscurantisme, pour faire reculer justement les fake news. On en a besoin pour s'aérer la tête, pour s'oxygéner. Vous vous rendez compte que ce gouvernement, en fait, par cette décision, pour les fêtes de fin d'année, le seul loisir qu'il offre aux familles et aux enfants, c'est d'aller faire ses courses, c'est d'aller dans les grandes surfaces. Mais c'est d'une pauvreté terrible, c'est le temple de la consommation, alors que nous voulons ouvrir les lieux de culture. Il y a d'autres loisirs, hein. Ne serait-ce que aller se promener à la campagne. Hein. Ah bah ça oui, d'accord. C'est autre chose. C'est un peu réducteur de dire qu'il n'y a que les grandes surfaces comme loisir. D'abord, est-ce un loisir d'aller faire ses courses? Ah ben c'est pas un loisir, ou une nécessité, mais ça devient une sortie. Aujourd'hui, c'est la sortie de fin d'année. Enfin, on aurait pu... ça l'a toujours été pour beaucoup, vous le savez bien. Au-delà de ça, les fêtes de fin d'année, c'est aussi un moment où on passe des temps en famille et où on aurait pu s'aérer la tête, se faire plaisir, lutter contre la solitude. La culture, c'est tout ça, ça fait du bien à la tête. Or, aujourd'hui, on souffre de tout cela avec cette pandémie. Les fêtes de famille de fin d'année seront réduites, Nouvel An n'aura pas lieu. Et alors, en plus, on peut même pas aller au théâtre et au cinéma. Offrons au moins ça à nos concitoyens. Bien, Emmanuel Macron annonce l'organisation d'un référendum pour rajouter dans l'article 1 de la Constitution la défense de l'environnement, garantir la préservation du climat. Alors, il va falloir d'abord que les députés et sénateurs réunis, le Parlement, valident cette modification de la Constitution. Est-ce que vous allez vous engager pour cette modification? Alors d'abord, nous avons
Je vais vous répondre oui. Comme ça, c'est clair. Je réponds à votre question, oui. Vous allez vous engager pour le oui. Nous avons nous-mêmes déposé une proposition d'inscrire dans la Constitution la défense de l'environnement et du climat. Donc nous avions nous-mêmes porté cette préoccupation pour que ce soit inscrit dans la Constitution. Nous nous déterminerons sur ce référendum en fonction de la question. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on va vous dire oui ou non, on ne connaît pas la question. Donc voilà. Mais nous sommes pour que ce soit inscrit dans la Constitution. Je dis aussi, et nous disons aussi, que ce serait un peu facile d'inscrire ça dans la Constitution et à côté de cela, en même temps, comme disent les En Marche, on privatise EDF, on détruit notre filière de production d'électricité, on entérine les accords de libre-échange avec le Brésil, les Mercosur et autres CETA. Ce n'est pas entériné. On ne donne Mercosur. Oui, mais c'est pas non plus balayé d'un revers de main. Donc on va inscrire dans la Constitution la défense de l'environnement et du climat, mais on va passer des accords. On continue de négocier des accords de libre-échange avec l'Amérique latine. Non, il faut être cohérent. Si on inscrit dans la Constitution la défense du climat et de l'environnement, ça doit se traduire en actes concrets dans le pays, avec des services publics qui y contribuent, les transports, l'énergie. Ça se traduit par des investissements financiers lourds dans la rénovation énergétique des maisons, les passoires thermiques. Vous savez qu'on nous demande... Vous êtes favorable à la rénovation thermique obligatoire? C'est mon dada. Je sais. Je vous le dis, c'est mon dada. D'abord parce que... Je le sais. D'abord, quand on dit... Encore faut-il avoir les moyens. Monsieur Bourdin. Il va falloir aider beaucoup de monde. Hein. Quand le bâtiment va, tout va. D'accord ? Aujourd'hui, les associations, les ONG nous disent que pour tenir notre trajectoire climatique, il faut rénover entre 500 000 et 700 000 logements par an. 500 000 à 700 000. Vous savez combien en fait le gouvernement avec ses moyens, ses miettes, là, ses peanuts ? 75 000. On n'y arrivera jamais. Ça exige quoi ? Ça exige beaucoup d'investissements financiers, estimés à 10 milliards d'euros pour accompagner les gens dans ces travaux de rénovation. Ça nécessite de former des salariés pour que ces entreprises aient les moyens de répondre à cette demande. Ce sont des dizaines de milliers de créations d'emplois. Donc c'est un gigantesque réservoir d'emplois. C'est plein d'espoir pour les gens et c'est du pouvoir d'achat. Moi, dans le Nord, où il fait plus froid que chez vous, dans le Sud, mais les gens se chauffent avec des petits radiateurs électriques pourris qui consomment énormément d'électricité et une chaleur qui s'en va par le toit parce que c'est pas isolé. Mais enfin, on va gagner, tout le monde va y gagner de l'argent. Donc c'est un chantier qu'on doit ouvrir dès maintenant. Donc le père Macron, il va inscrire dans la Constitution le climat, et de l'autre côté, nous, on va continuer à se chauffer avec des grippins. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. De ce référendum, vous voterez oui, donc, si le texte vous convient, mais il va vous convenir, puisqu'il s'agit de faire entrer dans l'article 1 de la Constitution. Si dans la Constitution, vous savez, il y a des mots qui sont importants. Si dans la Constitution, c'est écrit, il faut favoriser l'environnement, c'est niet. Pourquoi ? Parce qu'il faut des verbes d'action, il faut agir pour l'environnement. Si c'est garantir la préservation du climat. Oui, parce que c'est pour ça que inscrire dans la Constitution, c'est important, parce que ça a une valeur juridique. Et les mots ont un sens. Si c'est garantir, ça ne sert à rien. Certains disent ça ne sert à rien. C'est un coup purement politicien. Donc ça permet de mener des actions juridiques quand un État ne fait pas le boulot derrière. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la Constitution garantit le droit à l'emploi, le droit au logement, et qu'aujourd'hui, on n'y a pas... C'est paralyser l'action économique, c'est ce que dit la droite. Ouais, non, mais la droite, eux, ça les embête quand on inscrit dans le marbre d'une Constitution des engagements qui, derrière, pourraient se traduire. On pourrait attaquer l'État en lui demandant « mais vous n'avez plus le droit de privatiser EDF, vous n'avez plus le droit de démanteler complètement notre filière de production d'électricité parce que demain, on va être dépendant des usines, des centrales à charbon de l'Allemagne parce qu'on aura fermé nos centrales nucléaires, par exemple. » Oui, même si l'Allemagne a fait beaucoup plus que nous pour les énergies renouvelables, par exemple. D'accord, mais leurs émissions de carbone avec leurs usines à charbon... Divisé par deux, l'Allemagne. L'Allemagne fait mieux que nous. Ouais, elle fait mieux que nous. L'Allemagne a réouvert des centrales à charbon. Mais l'Allemagne fait mieux que nous. Mais pas sur la production d'électricité, Monsieur Bourdin. Non, alors pas sur la production d'électricité. Parlons-en, le nucléaire. Vous êtes un défenseur du nucléaire. Vous ne vouliez pas la fermeture de Fessenheim. Non. Vous ne voulez pas de fermeture de centrales. Vous êtes dans l'opposition totale à ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes exigeants. Et ce que nous voulons, c'est
tenir notre trajectoire carbone, Monsieur Bourlin. Oui. Être exigeant, c'est dire qu'il est possible d'ici 2050 d'avoir un mix énergétique avec une production d'électricité 50% nucléaire, 50% renouvelable. C'est notre proposition, de tendre vers un mix énergétique. Donc c'est réduire la production d'énergie nucléaire. Oui, là, tout le monde est d'accord. Mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Ouais, presque tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Ce qui est important, le plus important là-dedans, c'est de conserver nos capacités de production d'électricité décarbonée. Vous savez qu'en ce moment... Donc d'électricité nucléaire. Y compris d'électricité nucléaire. Aussi d'électricité nucléaire, mais pas que, parce que quand on vend les barrages hydrauliques au privé, quand on vend au privé la production d'éoliennes ou la production d'énergie renouvelable au privé, quand on n'a pas la maîtrise de ces capacités de production, quand on ferme Grid à Villeurbanne, enfin il ferme pas Grid, mais il ferme un atelier de production où on produit les disjoncteurs pour les centrales nucléaires. C'est la seule usine au monde où on produit ça. Et ils vont délocaliser cette production à l'étranger. Notre pays, on est en train de se dévitaliser justement dans la production d'énergie. Donc Hercule, le projet Hercule, qui est le projet du gouvernement pour privatiser EDF, nous n'en voulons pas. Et nous disons justement que si on veut avoir la maîtrise de notre production d'électricité décarbonée, eh bien, il faut garder ça dans les mains du Parlement et de l'État. Fabien Roussel, le nucléaire, c'est vraiment ce qui vous divise avec Jean-Luc Mélenchon? C'est vraiment un point de divergence, profonde divergence. Oui ou non? Non. Non, oui. Pas que. C'est des choses. Alors, pas que, tiens, ça m'intéresse. Non, mais on en dit. Pas que. Ah, mais non, mais pas que. C'est-à-dire pas que. Mais non, mais c'est pour ça que je voulais vous conduire doucement, mais sûrement. Fabien Roussel. Mais quoi? On a des sujets de discussion. Vous avez 100 ans aujourd'hui. Oui. Vous avez 100 ans aujourd'hui. Alors, tiens, vous avez 100 ans aujourd'hui. Le Parti communiste, qui a 100 ans, plus de 100 ans après, peut-il être absent de la prochaine élection présidentielle? Ah ben ça, c'est le grand débat que nous ouvrons en ce moment. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est pas ça. Ah bon? J'étais certain que vous allez me répondre ça. Mais non, c'est le grand débat, mais c'est pas ce qui vous préoccupe, quoi. On ouvre le débat chez nous. Oui. Voilà. Moi, on est le 17 du mois aujourd'hui. Oui. On est le 17 du mois de décembre. Il y a des gens qui n'ont plus rien dans leur frigo qui pensent aux fêtes de Noël. On a une pauvreté qui n'a jamais été aussi forte depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a des salariés que je suis... Vous me dire que c'était le grand débat. Alors je voudrais savoir, c'est quoi le grand débat? Mais justement, j'y viens. Je pense aux salariés de deux entreprises que je suis, ceux de Cargill à Aubourdin et ceux de Verallia à Cognac. Ils reçoivent en ce moment les lettres de licenciement à une semaine des fêtes de Noël. Il y a un salarié de Verallia, Cognac, qui a fait une tentative de suicide. La brutalité de ces plans sociaux, 850 000 suppressions d'emplois en quelques mois dans notre pays, c'est une débâcle, comme on en a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. On dévitalise le pays, on désindustrialise notre pays à marche forcée, c'est terrible. Alors quand je vous dis que nous ouvrons le débat, moi je veux aller à la rencontre du pays, écouter. Écoutez d'abord cette colère qui monte, la porter, et en même temps cette colère. Et en même temps offrir des perspectives, montrer que il y a une possibilité d'empêcher ces désindustrialisations, que c'est urgent de relocaliser l'industrie, de développer nos services publics. On a des propositions concrètes. Donc le débat... Prendre le pouvoir sur le mur de l'argent, dites-vous. Ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui... Reconstruire l'influence du parti. Aujourd'hui, communiste. Il y a besoin, on a besoin aujourd'hui de reprendre les rênes à la finance qui dirige tout dans ce pays. Ils ont élu, excusez-moi, ils ont élu un banquier à la tête de l'Élysée, qui est en mission pendant 5 ans. Son mandat, il se termine. L'objectif, c'est qu'il ne soit plus là demain. Oui, mais Fabien Roussel, alors l'objectif, c'est qu'il ne soit plus là. L'objectif, c'est que vous soyez là, vous. Eh bien, moi, je vais interroger les Français. Vous êtes favorable, vous, mon tour de France à une présence communiste à l'élection présidentielle? Ne tournons pas autour du pot, Fabien Roussel. Vous y êtes favorable? Vous vous êtes fait élire à la tête du Parti communiste sur cette idée-là, l'une de ces idées-là. Je suis favorable à ce que l'on puisse véritablement offrir un espoir à ce pays. Sans espoir, on meurt. Il faut de l'espoir. Vous êtes favorable à la présence d'un candidat communiste? Pour que l'on arrive aujourd'hui à montrer à nos concitoyens que l'on peut reprendre le pouvoir au mur de l'argent, qu'on peut le faire tomber ce mur de l'argent, qu'on peut s'attaquer à l'évasion fiscale, qu'on peut répartir les richesses. Eh bien, écoutez, ça, c'est les Français et les communistes qui le décideront. Vous savez que si on a 100 ans... Mais vous, à titre personnel, vous êtes favorable? Vous ne l'avez jamais caché? Non, personnellement... Oui. Monsieur Bourdin, je pense qu'une candidature communiste à l'élection présidentielle
peut contribuer à faire vivre des idées qui n'existent pas aujourd'hui, à porter des colères et des espoirs, à montrer qu'il y a une alternative et que l'on peut reprendre le pouvoir à l'argent, c'est déterminant. Ouais. L'intérêt pour nous, la priorité pour nous, c'est de parler d'emploi. C'est de parler. Vous n'êtes plus le premier parti des ouvriers. Vous avez perdu cette. Non mais vous rigolez. Mais quoi? C'est le Rassemblement national, le premier parti des ouvriers. Non. Aujourd'hui, le premier parti des ouvriers, c'est l'abstention, parce que la moitié d'entre eux ne votent pas. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'aller convaincre ceux qui, aujourd'hui, n'y croient plus. Ils n'y croient plus parce qu'ils sont dégoûtés. Dégoûtés de la gauche qui les a déçus, dégoûtés des politiques qui promettent et qui ne font pas. Je veux retrouver la sincérité, la vérité d'un vrai combat révolutionnaire que ceux que mes anciens ont porté, que des hommes comme Georges Marchais ont porté. J'allais vous parler de Georges Marchais. Vous êtes le Georges Marchais de 2022. Écoutez, Georges Marchais il a défendu des idées qui sont aujourd'hui d'actualité, produire en France. Mais Georges Marchais, c'était une époque. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre époque. Et il y a besoin de véritablement s'attaquer à la finance, qui est encore plus forte aujourd'hui qu'à l'époque de Georges Marchais. Prendre leur pouvoir. Hollande avait dit « Mon ennemi, c'est la finance. Il n'a pas de visage. » Eh bien, moi, les visages, je les ai. J'ai les noms, j'ai les adresses. C'est à eux qu'on va reprendre le pouvoir. Eh bien, merci Fabien Roussel d'être venu nous voir ce matin à 8h54. Vous êtes sur RMC, BFM TV.